bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouveau rendez-vous. Aujourd'hui, on s'est dit que c'était peut-être l'occasion de vous parler plutôt de tropes de la littérature pour vous donner un peu nos goûts et au passage des quelques recommandations de livres. Allez, c'est parti, C'est direct. parti, allez. La première trope dont on peut parler, c'est le Found Family. Yes. Ah, Parce ça qu'on l'aime bien celui-là. c'est un pouce. Moi je l'aime particulièrement parce que ça crée en fait une atmosphère familiale bienveillante généralement quand c'est bien fait. Et des personnages très attachants et pas que un seul ou pas que deux, c'est vraiment tout un ensemble. Oui, on s'y sent bien en fait. Et ça laisse en plus la place aussi aux personnages secondaires qui du coup arrivent avec une véritable histoire, vraiment quelque chose autour d'eux et donc du coup c'est hyper attachant. Peut-être petite définition. Oui, la Found Family, c'est littéralement une famille trouvée, donc c'est pas une famille de sang, mais c'est une famille de cœur. Alors dans les exemples de livres qu'on peut citer... Ben moi je peux vous reparler à nouveau de La maison au milieu de la mer céruléenne, que je n'ai pas, donc je vous mettrai la petite vignette ici. Tout le roman est basé sur la Found Family, c'est donc... Pour vous redonner un peu le contexte, on suit Linus Baker qui va rejoindre un orphelinat un peu particulier avec des enfants qui ont tous des pouvoirs, qui sont tous un peu magiques quelque part. Et le directeur de l'orphelinat qui est tout à fait charmant. Et donc vraiment en fait de découvrir tous les personnages, de suivre Linus dans son aventure, ben c'est une famille qui va se trouver là-bas et tous ils sont adorables, ils sont hyper attachants, enfin vraiment ce livre c'est un petit bonbon et pour moi c'est le livre par excellence pour la trope Found Family parce que on n'a pas envie de les quitter à la fin en fait. D'ailleurs je suis très contente que le tome 2 sorte bientôt pour pouvoir retourner dans cet univers et dans cette famille de cœur qui est trop attachante. Et moi, Found Family, je pense, mais on en reparlera pour d'autres tropes, à Acotar, un palais d'épines et de roses. Enfin, plus précisément, ça arrive à partir du tome 2, un palais de colère et de brume, voilà, de Sarah Gimas. Vous avez vraiment justement tout ce truc avec plein de personnages secondaires qui d'ailleurs vont devenir personnages principaux pour certains. Et voilà, ils ont tous leur histoire, leur background et puis en même temps ils apportent à la fois de la profondeur, à la fois de l'humour aussi beaucoup. C'est ça que je préfère. Voilà, j'adore. Je suis fan aussi, ça y est, je sais plus si je vous l'ai dit, mais je me succombé. suis lancée dans cette série. Et oui, mon fond d'écran de téléphone est devenu Vélaris. Et moi aussi, j'ai succombé à cette famille. Voilà, et pour vous dire à quel point j'aime beaucoup, j'ai même un petit poster avec toute la famille autour de Fer. Alors peut-être on passe à quelque chose qu'on n'aime pas, le triangle amoureux. Moi c'est coup-ci coup-ça, ça dépend comment c'est fait. Et je peux pas dire que j'aime pas du tout parce que j'en ai un peu écrit. Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est pas... Mais pour moi, c'est pas... Je non, parce que pas totalement comme un triangle. Et puis c'est pas un triangle en soi parce qu'en fait, elle hésite pas entre les deux. Il n'y a pas ce... Non, mais justement, pour moi, le triangle amoureux, quand il est bien fait, il n'y a pas trop... Cette hésitation, elle n'est pas marquée. Enfin, c'est juste, il y a deux potentiels et on sait pas vers le... amoureux et on sait pas vers lequel elle tend. Là où moi, les triangles amoureux, je n'aime pas ça. C'est justement quand il y a une hésitation. Typiquement, l'été où je suis devenue jolie. C'est insupportable. Je l'ai pas encore lu, je l'ai pas encore vu non plus. Ah, c'est insupportable. Et j'ose pas parce que... Parce que en plus, t'as forcément un auquel tu t'attaches plus que l'autre. Et du coup, t'es frustrée quand elle est pas avec lui et quand t'es... Enfin, bref. Du coup, c'est pas une trope que j'aime particulièrement non plus, mais tout dépend comment c'est fait. Oui, comment c'est fait. Après, oui, il y a aussi... Oui, en fait, quand il y a trop d'hésitation, en fait, j'ai trop mal au cœur pour celui qui est rejeté. Oui, aussi. Voilà. C'est surtout ça, moi, qui me... Et c'est vrai que, par exemple, dans Un sorcier noir et éternel de Brigitte Kemmerer, qui est connue pour être un triangle amoureux, je trouve que là, c'est pas trop gênant, parce qu'effectivement, le triangle amoureux prend vite fin. Oui, pour laisser place au bon, à The Chosen One. Et ben, on passe au Chosen One. La trope de l'élu. La trope de l'élu. La trope de l'élu. C'est plus en fantasy qu'on trouve
Oui, c'est plus quelque chose pour mettre en place une quête ou quelque chose comme ça derrière. Moi, j'avoue que je la recherche pas particulièrement parce que je trouve qu'elle a été trop utilisée, d'une part. Et que on a l'impression que pour devenir héros, du coup, de toute façon, c'était Ouais. Écrit, écrit dans ton ADN, dans ton destin. Et que en fait, t'as pas le contrôle dessus. Et ça, j'avoue, je suis pas hyper fan. J'aime bien ce que J.K. Rowling en a fait dans Harry Potter. Parce que c'est l'élu, mais il y a justement tout plein d'hésitations autour de là-dessus. En fait, ça aurait pu ne pas être lui et être plutôt Neville. Je trouve elle a poussé un peu le concept pour pas juste avoir un héros et puis on se pose pas de questions. Mais bon, après c'est vrai que ça a été tellement utilisé que aujourd'hui... Ouais. Voilà quoi. Et puis généralement, du coup, c'est des héros auxquels tu t'attaches un peu moins, je trouve. Parce que... Ils font moins leurs preuves d'une certaine façon. Bah c'est ça. En fait, on s'attend tellement à ce qu'ils deviennent héros que... Ouais. Ça en devient pas exceptionnel quand ils le deviennent parce que, encore une fois, c'était écrit. C'était l'élu. Ouais. Alors, on va passer à un très connu peut-être. Ouais. Le Enemies to Lovers. Qui peut être aussi Rivals to Lovers. Ouais. Et alors là, on va vous reparler de plein de livres dont on a déjà parlé. Et notamment de celui-ci. Maintenant qu'il est sorti en français. Évidemment, Divine Rivalité en français. Avec ce très beau jaspage. Et cette très belle... Je la remontre parce que vraiment, ils ont fait un super travail. Très belle machine à écrire. Ouais. Je suis très fan. Voilà. Ici, on est plus sur un Rivals to Lovers, donc qui sont plus rivaux que ennemis. Pour vous redonner l'histoire, donc c'est Iris et Roman qui sont rivaux dans un journal. En fait, il y a une seule place pour être journaliste et ils sont tous les deux en course. Voilà. Ça va bien au-delà de ça, vous vous imaginez. Il y a tout un contexte de guerre autour, de guerre divine. D'où le côté fantasy aussi qui apparaît. Et en fait, ils s'échangent des lettres de manière magique. Sauf que Iris ne sait pas que c'est Roman qui lui répond. Et Roman, lui, il sait. Je n'ai pas envie d'en dire plus, on en a déjà beaucoup parlé. Mais c'est vrai qu'elle le considère vraiment comme un rival. Lui, bon, comme il sait que c'est à elle qu'il écrit, c'est pas tout à fait dans le... Voilà, c'est pas dans le même sens. Mais il y a ça. Mais la rivalité s'efface assez vite. Voilà, assez vite, oui, c'est ça, vrai. Et au contraire, pour laisser place au fait que c'est ensemble qui sont plus forts. Exactement. Et c'est une très très belle... Enfin, c'est très bien fait. Ce que j'aime particulièrement dans cette troupe, quand elle est bien faite, c'est le côté tension, en fait. Il y a déjà une tension dans la rivalité qui se transforme en autre chose. Et en plus de ça, là où je préfère moi les rivaux aux ennemis, c'est que c'est pas une tension malsaine quelque part, c'est juste le contexte qui fait que c'est pas une... ils sont pas ennemis dans le sens où ils se détestent... Au point de vouloir se tuer. Ouais. C'est ça. Et puis les ennemis, pour moi, ils se connaissent en fait. C'est en toute connaissance de cause qu'ils sont ennemis, sauf dans les univers fantasy comme ça, c'est autre chose. Le Pont des Tempêtes, où en fait c'est des ennemis de famille. Enfin, c'est des royautés qui se font la guerre, donc ils sont ennemis par ça. Voilà. Mais en tout cas, dans le sentiment et dans les caractères, il y a des compatibilités. Et évidemment, du coup, en Enemies to Lovers en fantasy, c'est vraiment le Pont des Tempêtes. Autant la première duologie que la deuxième duologie sont extrêmement bien faites. Et les Enemies to Lovers, il y en a beaucoup. Ouais. Alors parfois c'est des Enemies to Lovers, mais ce qui sont vraiment ennemis au départ, pas forcément. C'est juste histoire de mettre une petite tension qui va vite disparaître parce qu'en fait ils vont discuter et puis voilà. Mais voilà, Daniela N. Jensen, a priori, fait des bons Enemies to Lovers. On verra avec les autres livres qu'elle a écrits. Et dans les récents que j'ai lus, moi, il y a celui-ci, Better Than the Movies de Lynn Painter, qui vient de sortir aux éditions Comet, qui est très beau aussi, très pour l'été, c'est parfait. Et c'est également un Enemies to Lovers, mais là pour le coup c'est entre deux voisins qui ont grandi du coup ensemble. Lui, on se doute qu'il avait des sentiments depuis très longtemps, mais en fait il les montrait en la faisant chier. C'est pas
Pas la bonne technique. Pas la bonne technique forcément. Moi, je suis pas toujours fan de ça, surtout quand ça va trop loin. Mais là, ça reste très doudou. Et du coup, bon, c'est aussi dans cette rivalité que du coup, ils se cherchent et ils apprennent à se connaître. Et puis en plus, il va y avoir... Alors là-dedans, il y a beaucoup de choses. Il y a du fake dating, il y a du enemies to lovers. He falls first, du coup. Oui, il y a he fell first aussi, dont on va parler après. Donc, il y a beaucoup de tropes. Beaucoup de tropes, on aime. On va faire un bon mélange. En plus, c'est bourré de références aux comédies romantiques qu'on aime. Voilà. D'ailleurs, chaque chapitre commence avec une petite citation d'un film. Bon, je crois que c'est surtout des films ou des séries. Parce qu'elle est fan de comédies romantiques. Donc voilà, je vous ai même pas fait de résumé, mais donc on suit l'histoire de Liz Buxbaum, qui est donc une fan de comédie romantique, comme je viens de le dire. Je me répète, elle a toujours cru en l'amour avec un grand A, et notamment parce que sa mère, elle partageait ça beaucoup avec sa mère, qui est décédée depuis. C'est aussi pas mal développé dans l'histoire, c'est ce côté deuil aussi à faire. Et donc son voisin, Wes Bennett, ils se font un peu la guerre parce qu'ils ont une seule place de parking pour deux, et c'est à qui l'aura. Et ça commence comme ça, et en fait beaucoup plus de choses qui se passent. Et surtout l'histoire démarre quand Michael Young, un ami d'enfance, revient, et il se trouve que c'était le crush de Liz, et elle se dit allez let's go, c'est le moment. En plus il y a le bal de promo qui arrive. Et donc, let's go, on va le reconquérir et lui demander pour passer un super bal de promo. Et évidemment, ça va pas se passer tout à fait comme ça. Elle va se lancer dans un fake dating avec Wes pour justement essayer d'accrocher Michael, je sais pas comment on dit. Bref, voilà, vous voyez d'où parle l'histoire, et c'était très très chouette. Ambiance en plus très estivale ou printanière, comme vous voulez, c'est les deux. Bref, très bonne lecture. Alors on peut enchaîner avec le He Falls First, donc quand c'est le gars qui tombe amoureux en premier. Oui, alors ça pareil, il y en a plein, Il y en a énormément, on peut parler de celui-là. Voilà. Et de tous les livres d'ailleurs d'Ali Hazelwood. Oui, parce que Chicken Mate, c'est exactement la même chose. Et pour avoir lu Love on the Brain et Love Theory Checklist, c'est pareil. Voilà. Donc ça c'est une trope où du coup le mec tombe amoureux le premier, et puis bon, il se retrouve dans des situations diverses et variées qui font que finalement ils vont finir ensemble. Donc là c'est un fake dating, et là c'est une espèce d'enemies to lovers plus ou moins, c'est ça. Dans l'univers des échecs. Et ça c'est une trope que j'adore particulièrement. C'est trop mignon. Quand on comprend qu'il était amoureux depuis le début. Sans douter un peu, mais bon. J'aime bien parce que, en plus, dans celui-là, le premier chapitre, le prologue, c'est 2 ans avant. Et on sait que c'est lui. Elle se souvient pas que c'est lui parce qu'elle l'a pas vraiment vu. Mais pendant tout le livre, j'étais là. Mais quand est-ce qu'il va lui dire? C'est ça. Et moi, ce que j'aime particulièrement, c'est que du coup, tout passe par des petites choses où toi, tu sais qu'il dit ça dans tel sens. Et en fait, l'héroïne, elle comprend rien. Elle voit rien. Ah bah là, elle ferme les yeux, mais alors, c'est incroyable. C'est très drôle parce que du coup, on a une double lecture où nous, on comprend qu'elle comprend pas, mais on comprend aussi que lui, il est complètement à fond. Et ça fait du bien aussi de voir ces petits... Enfin, de voir les sentiments en fait, du gars de manière un peu... comment dire, pas brutale, pas cash en fait, parce que du coup comme elle comprend pas, tout est infusé en fait dans des regards, dans des petits gestes, dans des petites phrases à double sens souvent, et c'est ça, moi j'adore ce genre de choses parce que du coup ça apporte un peu de douceur quoi aussi. Et puis après il y a tout le moment où elle va comprendre tout ça. Et en général, là, à partir de là, on peut plus lâcher le livre, quoi. C'est le moment qu'on attend, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. J'ai 300 pages à lire pour avoir ce moment-là. Voilà, et puis ils ont la fameuse discussion, et puis voilà, c'est trop chouette. Et plus, ça dépend. Du genre de romance. Non, là, il y a des versions adultes, on va dire. Voilà. Un qu'on n'aime pas trop? Ouais. Amour interdit. Ah, amour interdit. Non. C'est pas pour rien qu'il est interdit en fait. Moi j'avoue que je recherche pas parce que derrière en général il y a
Là, c'est des choses C'est négatives. plus des choses malsaines ou des relations toxiques du coup. Ouais. Après, encore une fois, ça dépend. Est-ce que c'est interdit du contexte? Oui, ou est-ce que... Roméo et Juliette, par exemple, ça reste un amour assez pur, mais en même temps, c'est un amour interdit parce que leurs familles sont... Ouais. En fait, moi, je fais la distinction du coup entre amour interdit et amour impossible. Ou impossible, j'aime bien parce qu'il y a quelque chose... en fait, ça, ils vont le rendre possible. Et l'interdit, c'est parce qu'on franchit une limite, en fait. Oui, ok, je vois la différence. Ouais. Alors après, je sais pas si c'est une vraie différence, mais moi, c'est un peu comme ça que je la vois. Par exemple, l'interdit absolu, c'est les trucs entre familles, par exemple. Oui, non. Mais même, j'ai vu la trope du stepbrother, donc du demi-frère, ou... Ah, non. Non, ça, je peux pas, moi non plus. Non. Je veux pas ce genre de relation dans mes romans. Donc, on n'a pas de titre à vous donner, parce qu'on n'en lit pas. On n'aime pas ça. Ici, vous n'en trouverez pas. Non. Par contre, du coup, ce qu'on aime bien, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le slow burn. Ah bah oui. Le slow burn qui prend son temps. Alors, des fois, ça peut être un peu frustrant quand ils prennent trop leur temps. Oui, c'est ça. Quand tu attends 10 tomes d'une saga avant que enfin tu aies un bisou, là franchement... c'est cruel. C'est cruel. J'en ai jamais lu des aussi longs. Ah bah moi j'ai dans le souvenir d'une saga de Beatlit. Je suis pas étonnée. Je crois que c'est Mercy Thompson. Oh mon dieu, c'est lent. C'est très très lent. Alors peut-être pas 10 tomes quand même. Faut pas exagérer. Surtout que je crois que j'en ai pas lu 10. Je suis pas arrivée au tome 10 encore. Mais ça met bien 4-5 tomes avant que... Enfin, on se dise des choses. Enfin, non, je sais plus exactement le nombre de tomes, mais je sais que c'était assez lent et que ça m'avait un peu frustrée. Même si après, du coup... On s'avoue. Charlie vous fait un petit coucou. Voilà, petite apparition de Charlie. Donc moi vraiment le dernier slow burn excellent que j'ai lu, c'est The Prison Healer qui est en young adulte chez Hachette de Lynette Noni. En fait c'est parce que c'est un young adulte que c'est un slow burn et donc c'est la question du premier baiser qui se fait beaucoup attendre. et puis quand il arrive, il se refait attendre. Et vraiment c'était hyper bien fait parce que toute la tension, c'est presque de la romantaisie parce que du coup toute la tension amoureuse vient ajouter quelque chose à l'intrigue et puis ils sont trop mignons, lui il aimait, oh là là. Oh, je l'aime. Le premier tome c'est un huis clos, on est dans la prison de Zalindov, on suit Kiva qui est une jeune fille qui est en prison depuis déjà 10 ans, elle a 18 ans. Donc elle est arrivée très jeune avec son père, depuis son père est décédé, et elle échange quand même des messages secrets de temps en temps avec sa famille. Et elle est guérisseuse dans l'infirmerie de la prison, c'est sa façon à elle de réussir à survivre, parce que c'est une prison où on fait des travaux forcés qui tuent très rapidement les gens qui arrivent dans la prison. On suit Kiva, et puis un jour il y a un premier prisonnier, nouveau prisonnier qui arrive, qui a son âge, qui est très charmant, qui est un jeune homme. Vous voyez où ça va en venir. Et puis le lendemain, il y a une deuxième prisonnière qui arrive, qui est dans le coma, qui est la reine rebelle. Et là, elle reçoit un message de sa famille qui lui dit très précisément « Ne la laisse pas mourir, nous arrivons ». Donc elle se dit que ça y est, elle va enfin pouvoir s'enfuir de Zalindov si elle arrive à ne pas faire survivre la reine rebelle qui est très clairement en train de mourir. Ambiance très chouette, des rebondissements à gogo, et puis chaque tome est très différent. Le troisième, je l'ai adoré. J'ai bien aimé le deuxième aussi, bien sûr, mais le troisième, il y a vraiment plein de sujets sont abordés, topissime. En slow burn, il y a aussi Fable. Je sais plus si on vous en a parlé sur cette chaîne. Je pense pas. En tout cas, pour l'été qui vient, c'est parfait comme lecture. C'est l'histoire donc d'une jeune fille qui s'appelle Fable, qui vit sur l'île de Géval, où elle a été abandonnée par son père il y a combien de temps? De 3-5 ans, quelque chose comme ça. J'allais dire 10, mais je ne sais même plus. Il y a plusieurs années. C'est ça. Et en fait, elle veut retrouver son père absolument, qui est un marchand. C'est ça, hein. Assez connue, et pour ça du coup il faut qu'elle arrive à quitter l'île sur laquelle elle est, et elle plonge dans la mer pour y retrouver des gemmes un peu particulières et pouvoir les vendre, et pour pouvoir s'acheter son ticket de sortie.
Et il se trouve qu'elle va, suite à une petite aventure malheureuse, voilà, devoir quitter plus vite que prévu l'île de Géval, et elle va se retrouver sur le Marigold, qui est le bateau de West, voilà, qui est fort charmant. Voilà. Et donc l'aventure démarre comme ça, et voilà. Et c'est un slow burn. Oui. C'est un slow burn, et c'est young adulte, donc voilà. Et c'est très très chouette. Vraiment, côté maritime, très sympa. Ouais. Plus pirate que sirène ou autre. Il n'y a pas d'ailleurs, il n'y a pas non, du il n'y a tout, pas de créature. Il y a un peu de magie, mais c'est très infus, c'est Oui. assez léger. Donc pour le côté fantasy, c'est juste... oui, c'est assez léger. On sait juste qu'on est dans un monde imaginaire, et puis ouais, c'est un peu côté tropique. Oui. Voilà, on est vraiment à bord du bateau, et puis voilà, on a le goût du sel de la mer, tout ça. Et ces plongées sont incroyables aussi. Ouais. Quand elle plonge sous la mer et tout, c'est très immersif. Et on espère bientôt. Septembre. On a vu que c'était septembre. Il y a un préquel sur le père de Fable, qui est un personnage assez intéressant. Et vraiment incroyable. Très gris, c'est un personnage gris. Il est très très noir au début du 1, et puis au fur et à mesure, on comprend que c'est un peu plus compliqué que ça. On apprend à le comprendre, ouais. Bref, très intéressant, qui va du coup sortir chez Rajo en septembre. On l'attend impatiemment. Voilà, c'est ça. On aurait aimé l'avoir pour cet été. Mais tant pis, on attendra. Septembre pour l'été indien, ça ira aussi. C'est parfait, on se refera des vacances en septembre. Ah, la troupe de l'âme sœur. Alors celle-là, je ne l'aimais pas. Voilà, et puis est arrivé un livre qui nous a complètement réconciliés avec. On en a déjà parlé, mais c'est pas grave. Non, on en reparle encore. C'est pas grave. Parce que la troupe de l'âme sœur dans ce livre-là en particulier, cette série, j'ai envie de dire, parce que oui, parce qu'elle va aussi beaucoup se poser sur... Elle se pose sur le tome 4, et je pense que sur le tome 5, il y a tout le monde qui attend ça. Ouais. Et alors, moi, pourquoi je n'aime pas cette troupe-là? Parce que, du coup, c'est encore une fois, comme pour The Chosen One, l'impression qu'on ne contrôle pas. Que de toute façon, c'est écrit, c'est comme ça, et on en a... Enfin, voilà, on n'a rien à faire pour déjouer ou pour suivre ça. Jusqu'à ce que Sarah Gimas vienne mettre son nez dans cette troupe et nous dise j'en fais ce que je veux, et vous aussi d'ailleurs, et qu'on a des personnages qui en fait ne prennent pas ça pour acquis, voilà. Et au contraire en fait c'est juste choisir. Voilà, c'est juste un truc qui va renforcer encore plus la relation, mais c'est pas ça qui va faire qu'ils vont rentrer dans cette relation en fait. En fait, ils sont liés l'un à l'autre, mais ils peuvent choisir ce qu'ils font de ce lien-là. Bon, sauf Lucienne qui est un petit peu con. Bah alors lui, il y a énormément de mèmes sur lui, et je les trouve tous très justes. Lucienne est un personnage, contrairement aux autres, qui dit tout de suite à son âme sœur mais tu es mon âme sœur au pire moment possible. C'est-à-dire que là, ce n'est pas du tout le moment d'annoncer à cette pauvre fille qu'elle est son âme sœur. Pas du tout. Et lui, il se précipite. Alors que tous les autres, ils ne disent rien, ils le savent, ils ne disent rien parce que le choix ne doit pas être basé là-dessus, mais doit venir d'un choix personnel, de la part de la fille, du sentiment, etc. Et c'est ça qui est très très bien fait et très bien vu. Et vraiment, elle en fait quelque chose qui apporte encore plus de profondeur à la relation. Vraiment, c'est ça que j'aime. De toute façon, les relations dans cette série, vraiment toutes parfaites. C'est incroyable. Je suis conquise jusqu'au bout. Alors moi, il y a une troupe avec laquelle j'ai toujours eu beaucoup de mal. C'est la troupe en romance du frère de notre meilleur ami. Oui, typiquement Ginny. Je trouve cette troupe beaucoup trop facile à chaque fois. Du coup, ils sont tous de la même famille, ils vont tous finir beau-frère et belle-sœur. Enfin, vraiment, c'est quelque chose, je sais pas, voilà, ça m'énerve. Et en même temps, je suis pas complètement fermée. Qu'est-ce que j'ai vu il y a pas longtemps où j'ai dit ah, ça j'ai bien aimé. Ah oui, là je l'ai accepté. Mais parce que c'était trop mignon. C'est une des rares exceptions.
L'effet boule de neige de Clara Hérault, paru aux éditions Hachette. Ouais. Petite romance de Noël, très très bien faite, très doudou. Et qui aborde quand même des sujets intéressants. Autour de la famille et des choix. Et donc oui, là c'est le frère de celui dont elle était initialement amoureuse, qui est en fait un véritable connard, celui voilà. dont elle était. Et donc on est très contente qu'elle se tourne plutôt vers son frère, donc là je l'ai accepté. Je pense que je peux l'accepter dans certaines conditions très doudou. Oui, quand c'est bien fait et quand... Voilà. Après c'est pas non plus quelque chose que je déteste comme l'amour interdit. Voilà, c'est pas ce niveau-là. Moi j'avoue que ça ne me fait ni chaud ni froid. Enfin, si c'est utilisé, pourquoi pas. Enfin, ça dépend des personnages en fait, je trouve. Et de la façon... Allez, il faut qu'on avance là, parce que le boss travaille. Oh là là. Non, arrêtez les romances entre les employés et leurs patrons. Ou les romances au travail. Oui, ou alors... moi je peux pas, je supporte pas ce genre de trope. Alors celui aussi qui mêle un peu ça et qui rajoute aussi la question de la différence d'âge, c'est prof-élève. Ah oui. Non, on arrête. On arrête, c'est pas non. sain. Pourquoi c'est non. C'est des situations compliquées, c'est... Non. Bon, comme ça, au moins, on est clair. Il n'y a pas de... C'est vrai que... pas de négociation possible. Moi qui me suis lancée dans les webtoons récemment, j'aime beaucoup ça. Alors en format papier, parce que j'aime pas lire sur écran. Il y en a un notamment que je vois partout, c'est Business Proposal ou un truc comme ça. Ben non, en fait, je n'arrive pas, je me dis non, c'est peut-être bien, mais je peux pas passer le cap de... Je veux pas des romances au travail, je veux pas en entendre. Je veux pas en lire, voilà, j'aime pas ça. Et donc la différence d'âge, pareil. Enfin, en fait, quand elle est trop grande, en fait ça dépend. Disons que quand c'est une différence d'âge entre une fille qui a 30 ans et le mec qui a 40, je m'en fous. Enfin, là, il n'y a pas de... Oui. Mais si elle a 18 ans et qu'il en a 30, non. Et si elle en a 20 et qu'il en a 500? Alors ça, c'est autre chose. Ça me pose beaucoup de questions dans la Cotard. Non, parce que là, on est sur ce niveau-là. Hein. Oui. Voilà. Dans ma tête, ils ont pas 500 ans. Dans ma tête, ils ont 25 ans. D'ailleurs, ils ont la mentalité de mecs entre 25 et 30 ans. Oui, c'est pas faux. Non, mais c'est vrai que moi, dans les différences d'âge, autant dans les romans réalistes contemporains, j'ai vraiment beaucoup de mal quand il y a une trop grande différence d'âge. Parce que à chaque fois, je m'imagine... lui avait 18-20 ans quand elle naissait. Enfin, je peux pas, j'ai trop du mal avec ça. Je me dis qu'en plus, quand ils vieillissent aussi, du coup, ils sont séparés plus vite. Aussi. Bon, ouais, dans les deux sens, ça va pas. Mais par contre, en fantasy, j'ai moins de mal parce que... C'est une fausse différence d'âge, en fait. C'est ça. En fait, je trouve que les caractères et les... En plus, déjà, ils n'ont pas le physique non plus de leur âge, hein, clairement. Ça aide. Et puis en plus, ouais, c'est une fausse différence d'âge quelque part, parce qu'on a l'impression que les années... le temps passe pas de la même manière pour eux et que non, ils ont pas la sagesse d'hommes ou de femmes qui ont vécu des centaines et des centaines d'années. Enfin, ils ont une certaine expérience de la vie, mais c'est pas non plus si marqué que ça, et bon, voilà, on fait avec, quoi. C'est ça. Et puis bon, on va pas rejeter Sand parce qu'il a 500 ans, quoi. Non, jamais. Alors, un peu de positif? Allez, un peu de positif. Who did this to you? Oh. Qui t'a fait ça? La fameuse phrase qu'on aime voir. Oui, c'est une trope du gars qui te dit... D'ailleurs, gars ou fille, hein, ça peut être dans les deux sens. D'un personnage, en tout cas, qui te dit, mais qui t'a fait ça? En mode... qui t'a fait du mal, quoi. Ouais, ce que ça révèle aussi derrière, c'est l'attention et le côté... protecteur, protectrice, du coup. Mais protecteur dans le bon sens. Oui, puis c'est une inquiétude du personnage pour l'autre, et de vouloir savoir son passé, et de savoir ce qu'il ou elle a traversé, et où est-ce qu'il en est par rapport à ça aussi. Oui, puis ce côté, de toute façon, c'est fait, c'est dans le passé, c'est les personnages qui ont fait du mal, généralement, sont plus trop là. Quoique, pas toujours. Mais du coup, il y a ce côté vraiment tourné vers la personne, et les sentiments qui peuvent être un peu violents des fois, que ça fait monter
Parce que justement... Et puis c'est sexy, hein, disons-le. Disons-le. Voilà. Alors moi, c'est pas forcément une troupe que je recherche. Non, mais disons que quand elle arrive... Oui, dans Love Hypothesis, j'ai beaucoup aimé le moment où justement elle est en pleurs et puis il arrive et... Oh, c'était beau. Bah oui, parce que quand ils vont pas bien ou autre, on se dit, mais il est où l'autre? Puis là, il débarque et puis il la prend dans ses bras et oh là là, c'était trop beau. J'ai un peu fondu. On fond beaucoup en romance. Bah, parlons-en de la trope du protecteur. Ouais. En fait... Ça dépend comment elle est Ça dépend comment c'est fait. Ouais. Et ça dépend à quel point... mais d'ailleurs, ACOTAR, alors on va pas faire de spoil, donc on va pas forcément expliquer pourquoi ACOTAR en est un bon exemple. Mais disons qu'il y a protecteur et surprotecteur. Voilà. Il y a le protecteur qui va te donner les moyens de te protéger toi-même. Et il y a le protecteur qui va t'empêcher de vivre parce qu'il te protège. C'est ça. Et là, qui devient malsain, en fait. Oui, qui devient totalement malsain, on est d'accord. Et ça, on n'en veut pas. Non. Non, nous, ce qu'on veut, c'est, par exemple, un homme qui va apprendre à une femme à se battre ou à utiliser ses pouvoirs. À Kotar 4, par exemple, c'est beaucoup ça aussi. Où vraiment, l'idée, c'est de donner à Nesta le pouvoir de se protéger, de protéger les siens, et en fait, par là même, de contrôler ce qu'elle est, en fait. Mais déjà dans la première trilogie, hein, avec Fer déjà, bien sûr. Ça ira. Dans The Prison Healer aussi, il y a ça. Il y a le côté se donner les moyens d'être forte en fait. Voilà. Et ça passe pas forcément par une force brute d'ailleurs. Ça peut passer aussi par une intelligence. C'est aussi ça que j'ai beaucoup aimé dans The Prison Healer, c'est que c'est une héroïne intelligente qui passe pas uniquement par le fait de savoir avoir un bon cardio, savoir se battre, etc. Alors on enchaîne. La trope du Grumpy Sunshine. Alors, le Grumpy Sunshine, en général, c'est l'un des deux personnages qui est un peu bougon, un peu refermé sur lui-même, et l'autre qui est un vrai soleil, voilà, qui est très expressif, etc. Ça peut être dans les deux sens, hein. Elle, lui... Moi, en général, quand je l'ai, cette trope-là, je l'aime bien. Parce que je trouve que justement, encore une fois, ça donne des caractères un peu... pas fusionnels justement, mais qui font des étincelles. Il y a du piquant. Alors, j'ai jamais lu de Grumpy Sunshine a priori. Enfin, comme ça, il n'y a rien qui me vient. Mais je sais que c'est quelque chose que j'aimerais parce qu'il y a ce côté un peu... Ah, Nesta et Cassien, ils sont pas loin. Il y a ce côté un peu... du coup, ils cherchent aussi, enfin, pas toujours, mais il peut y avoir un peu cet aspect-là qui est très mignon, en fait. Il y a une dualité, en fait, qui est intéressante à voir. Moi, je peux vous recommander vraiment fortement La Société très secrète des sorcières extraordinaires. Quelque chose comme ça, je crois que le titre, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. On mettra une petite vignette. Voilà. Je ne sais même plus de qui c'est. Sangu Mandana. Je crois que c'est ça, si je me trompe pas. Aux éditions Lumen, qui parle d'une jeune femme qui va se retrouver... Il y a aussi la trope de la fin de famille d'ailleurs dans ce livre, c'est très très chouette. Les deux combinés là, nickel. Une sorcière du coup qui va se retrouver dans un lieu avec d'autres adultes qui ne sont pas sorciers du tout et deux petites filles, 2 ou 3. Dans mon souvenir c'était 3. 3 petites filles. 3 petites sœurs qui sont sorcières, qui ont de la magie, sauf que les sorcières normalement vivent seules parce que quand on réunit trop de magie dans un même lieu, ça peut exploser, on va dire, enfin ça peut créer du danger, des dommages. Et donc les sorcières vivent plutôt seules, et d'ailleurs c'est un peu le message qui est passé derrière dans tout le livre, parce que c'est un peu le drame de la vie de notre héroïne, cette solitude imposée. Bref, elle va se retrouver dans cette famille avec, donc comme je vous disais, des adultes et ces 3 petites jeunes filles, et les adultes sont tous fort sympathiques, et notamment un qui est Grumpy, un bibliothécaire fort charmant mais un peu bougon, disons-le, et elle est très très vivante, et dans ce livre le Grumpy Sunshine est très 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 sympa. Alors après vous avez la troupe du one bed, un lit. Ils sont en vadrouille, ils vont dans une auberge et il ne reste qu'une chambre avec un seul lit.
où ils doivent se partager un lit. Moi j'avoue que c'est pas une troupe... C'est pas une troupe que je vais rechercher particulièrement. Je l'ai trouvée très bien faite d'ailleurs dans L'effet boule de neige. oui, et dans le Ali Hazelwood, le Love Hypothesis. parce que justement elle se moque du truc, parce qu'elle dit bah justement il y a un seul lit, tu verras il y aura un seul lit, et il fait non non il y a 2 lits jumeaux, je te promets, et il y a effectivement 2 lits jumeaux. J'ai trouvé ça rigolo. Oui, c'est vrai. De jouer un peu avec les tropes aussi, et de les secouer un petit peu. Et puis bah, ça va avec la proximité forcée. Oui voilà. Un peu. Mm. Je la recherche pas forcément non plus. Moi non plus. En fait, tout ce qui est forcé, du coup, je recherche pas forcément. En toi, il y a un truc que tu détestes aussi. Ah, c'est la trope de la grossesse. Du bébé qui débarque. Du bébé. Alors, il y a un cas où, ça j'ai jamais lu, mais c'est hors de question, c'est la grossesse pour régler un problème. Ah oui, non. Ça, non. Après, vous avez la grossesse qui arrive parce qu'ils sont ensemble depuis 70 tomes, et puis voilà, il est temps... Faut bien faire évoluer leur relation, et puis le bébé arrive, et c'est très chouchou, et il est très chouchou, le bébé. Je n'ai rien contre ce bébé, mais je trouve que ça retire tout sex appeal de la situation. Et donc du coup, tout mon attachement que j'ai pu avoir particulièrement pour le personnage masculin disparaît, parce que maintenant il doit s'occuper des couches de bébé, et puis bah voilà, c'est son rôle, et son rôle c'est plus d'être sexy. Moi je suis pas d'accord. Ah, c'est très binaire, alors je sais que c'est pas vraiment comme ça, mais voilà, moi le papa sexy c'est pas quelque chose qui me fait rêver. Moi si il est papa avec la fille dont il est en relation, tout va bien. Par contre, tomber amoureux d'un papa, je suis moins fan de cette troupe-là. Oui, du père célibataire. Le père célibataire ou autre. Et puis, bah, y a des troupes que j'ai jamais essayées, comme le harem inversé, ou des choses comme ça. Je sais pas du tout quoi en penser, parce que je sais pas ce qu'ils font de ça, en fait. Bah moi, en fait, j'avoue que ça, pour moi, c'est non. Le harem inversé, parce que, en fait, juste le concept de harem me révolte et je ne l'aime pas. Donc, qu'il soit inversé ou pas, je m'en fous, j'aime pas le concept du harem. Donc je vais pas aller chercher ce genre d'histoire. La question que je me pose, c'est est-ce qu'à la fin, vu que j'en ai jamais lu, est-ce qu'à la fin, le gars, ou enfin du coup là plutôt la fille, finit avec un seul mec ou pas? Est-ce qu'au final il y a un élu dans la liste, et juste bah au départ elle était libre, et puis dans ce cas-là c'est top. Je sais pas, comme j'ai jamais lu, ça m'intrigue, et en même temps ça me donne pas tellement envie, parce qu'effectivement la troupe du harem, bof quoi. Ah ouais, non. Voilà. Par contre, quand il y a plusieurs love interest, non, on dit pas non. Et c'est vrai que... Parce que justement, j'ai lu un webtoon qui s'appelle Seule la mort atteint la vilaine. Je suis complètement accro, me demandez pas pourquoi, je sais même moi-même pas trop pourquoi. Il y a 5 love interest. Sauf que, en fait, si je pense que je sais pourquoi j'ai autant apprécié, c'est que c'est pas tant des love interest que juste elle qui essaye de survivre au jeu. Pour vous donner l'histoire un peu de ce webtoon, c'est une jeune fille qui va être coincée dans un jeu, et elle va se retrouver dans le personnage de la vilaine, donc celle que tous les autres personnages veulent tuer. Et donc il va falloir qu'elle gagne des points de relationnels avec les différents personnages pour survivre en fait. Donc en fait elle cherche l'attention des fameux love interest, mais uniquement pour survivre à la base, pas du tout pour les aimer. Et en fait il y a des sentiments qui vont se créer. En tout cas pour l'instant les sentiments viennent plutôt des personnages masculins, que elle qui est plus en mode il faut que je survive, il faut que j'atteigne tel pourcentage, 100% d'ailleurs, avec au moins un des deux pour survivre et pour sortir du jeu, pour finir le jeu en gros. Et celui sur lequel elle s'est rabattue en gros, c'est celui qui ne lui a jamais fait de mal. D'ailleurs ça me permet d'enchaîner avec un autre truc que j'aime pas dans les romances, c'est quand les personnages tombent amoureux des bad boys, mais vraiment des vrais qui font vraiment des choses horribles, atroces ou mauvaises tout simplement. On peut balancer même sur la dark romance quoi. Oui, carrément. Ça, moi je veux pas en fait tomber amoureux de ce genre de personnage, je ne comprends pas comment c'est possible. Que ok, on se rende compte qu'en fait c'est pas vraiment un bad boy, oui, pourquoi pas, rédemption, on est ok.
mais les sentiments amoureux ne viennent qu'après Oui. cette révélation, qu'après qu'on découvre qu'en fait c'est un gars bien, pas avant. Moi je veux pas de sentiments amoureux en tout cas sur des personnages qui font du mal. Je trouve ça hyper malsain et donc ce genre de trope, non, je ne veux pas. Ouais, je suis complètement d'accord. Il faut que faut pas qu'il soit tout blanc, mais il faut quand même qu'il ait des belles valeurs, le personnage, enfin le love interest. Et s'il en a pas, ou en tout cas a priori il en a pas, c'est pas possible quoi. Enfin, Non. S'il te traite comme de la merde, en fait, non. Je veux pas être en relation avec cette non, personne. c'est pas possible. Et d'ailleurs, quand tu parlais aussi d'avoir par exemple 5 love interest, Sarajima c'est une grande reine là-dessus. Et en fait, je savais pas que j'allais aimer, mais j'aime. C'est le côté aussi où l'héroïne va pas trouver tout de suite le bon. Et elle va devoir, elle va avoir potentiellement d'autres relations avant. Et c'est vrai que je l'ai assez rarement lu, à part chez Sarajima. Elle le fait dans Keleana aussi. Et j'aime bien, parce que du coup, le personnage féminin arrive aussi avec une histoire. Ça m'a pas dérangée, bizarrement. Non, puis ça permet d'aborder aussi, je trouve, dans Akotar notamment, quel type de relation on accepte, on n'accepte pas. Ça veut pas forcément dire que que toute la relation qui ne fonctionne pas est mauvaise Oui. parce que le gars est mauvais ou autre. Peut-être que ça partait d'une relation saine, etc. Mais quand elle devient mauvaise, ça peut aussi évoluer vers du mauvais. Peut-être à un moment donné, il faut dire stop et ciao, bye bye, et chercher une relation saine ailleurs. Et ça, elle le fait très bien. Alors Keleana, c'est pas ça. C'est pas du tout une dénonciation de quelque chose qui tournerait mal. Mais c'est une héroïne qui a qui a 18 ans, qui a déjà vécu, qui est déjà tombée amoureuse. Et du coup, je trouve ça assez réaliste parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres où au final c'est le premier et le dernier et ça existe voilà, mais c'est pas toujours ça. Parfois on tâtonne un peu, on rencontre des gens, ça fonctionne pas, on en rencontre d'autres et voilà, ça j'ai bien aimé. C'est vrai que c'est chouette. On fait une dernière trope, il y en a plein d'autres mais on voit le temps qui tourne et on va s'arrêter là. On va s'arrêter après cette dernière trope, c'est celle de la seconde chance. Est-ce que le réchauffer. Moi, je sais pas trop quoi en penser, j'avoue. Alors moi, je suis assez contre. Après, je n'en ai jamais lu, je crois. Donc, est-ce que je peux vraiment dire que c'est niette? Disons que dans la vraie vie, c'est niette. Donc du coup, j'aurais tendance à dire que dans la vie aussi, dans les livres aussi. Donc, je sais pas. Mais a priori, je suis quand même assez contre. Parce que si on a dit non une fois, c'est pas pour rien. Et revenir dessus, alors est-ce qu'il peut y avoir des bonnes raisons peut-être? Je sais pas. Ça dépend comment c'est fait et ça dépend pourquoi ça n'a pas fonctionné la première fois. Moi, c'est un peu ça, le seconde chance. Si en fait la relation s'est arrêtée parce qu'elle devenait malsaine ou parce qu'il y avait vraiment un truc dérangeant, là non, pas de seconde chance. Je veux dire... vous faites du mal, retentez pas. Je veux dire, vous trouverez quelqu'un d'autre. Si c'est par contre, la vie nous a séparés, c'était pas le bon moment. Tu vois, est-ce qu'il faut quand même se retenter plus tard, seconde chance? Là, dans ces cas-là, je suis pas contre. Parce que c'est pas un problème relationnel des personnages, c'est plus le contexte de la vie qui fait que... Et dans ces cas-là, pour moi... Oui, c'est pas pareil. C'est pas du tout la même chose. Moi, vraiment, la seconde chance en mode... on était ensemble et on a décidé de se séparer parce que ça fonctionnait pas. Non. Oui, non, dans ces cas-là... Après, les choses nous ont séparés, un déménagement, je sais pas quoi, qu'il pourrait y avoir. Pourquoi pas? On n'a pas parlé du Friends to Lovers? On n'a pas parlé du Friends to Lovers. Ah les amis, on est obligé d'en faire une on va quand même finir là-dessus. Mais j'en ai jamais lu, je crois. On est obligé de vous parler du Friends to Lovers. Mais c'est mignon. Parce que l'effet de boule de neige, c'est un petit peu ça quand même. C'est un petit peu. Moi récemment, j'ai lu The Cheat Sheet, qui est pour le coup une romance adulte sans scène spicy. Vraiment, il n'y en a aucune. Vous pouvez y aller sans problème si vous n'aimez pas ça. C'est très doudou. C'est aussi très cliché. Si ça ne vous dérange pas, allez-y, il n'y a pas de souci. Et c'est un Friends to Lovers.
parce que c'est deux meilleurs amis qui n'ont jamais osé se dire qu'ils s'aimaient. Donc c'est très très frustrant parce que on sait dès le départ qu'ils s'aiment à la folie tous les deux, qu'ils font tout, leur vie, etc. Ben, un peu en fonction de ça aussi, mais qu'ils se le disent pas. Parlez les gars, parlez. Ah ça c'est sûr que dans les romances, ils ne se parlent pas. Jamais, jamais. En tout cas sur leurs sentiments. Mais on les comprend parce que c'est tellement dur. Et en plus dans une relation amicale, tu te dis que tu vas perdre quelque chose si ça ne fonctionne pas. Donc il y a aussi cette peur qu'on comprend tous, je pense, très bien. Et qui crée... une tension. Tension, tout à fait. Et là c'est donc très doudou. C'est une ancienne ballerine qui est devenue prof de danse. Et lui est quarterback, qui pour le coup a réussi professionnellement parlant. Et d'ailleurs du coup il y a la trope du riche et pauvre. Encore une fois très cliché. Mais ça reste une romance très doudou et moi qui m'a beaucoup fait rire, clairement. J'ai eu des vocaux. De par ce côté très cliché, j'étais là, mais non, c'est pas possible. Vraiment, il y a certaines pages, elle enchaîne les clichés, il y a au moins 20 clichés dans une seule page. Je vous préviens, le début c'est on se bidonne. Enfin, personnellement, je me suis bidonnée. Faut que j'arrête de dire on en croyant que tout le monde est comme moi. Mais très sympathique. Ça se lit tout seul. Le fait qu'ils soient amis en plus, du coup ils ont une belle relation déjà au départ. Oui. Donc du coup... Et il y a en fait aussi le côté amitié avant d'être en relation de couple. Il y a du coup une connaissance de l'autre et il y a un côté un peu fusionnel, un peu on se connaît complètement. Enfin, bon, on va vous laisser là parce que encore une vidéo d'1 heure là. Voilà. Et bien n'hésitez pas à nous dire quelles sont vos troupes préférées et celles que vous détestez. On va vous souhaiter des lectures pétillantes et des jolies rencontres d'encre et de papier. À bientôt.